Alors, avant d'aborder certains éléments, je voudrais quand même évoquer quelques dates essentielles qui vont expliquer beaucoup de choses dans cette région. D'abord, c'est la vague du printemps arabe de 2011. Ensuite, il y a aussi en janvier 2015 le décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite et l'arrivée au pouvoir du roi Salman. 2 mois après, vous voyez que l'Arabie Saoudite intervient au Yémen et qu'en juillet, il y a ce fameux accord politique entre l'Iran et les pays occidentaux sur la question du nucléaire. Alors, cette redistribution des cartes dans la péninsule arabique, bien évidemment, on s'aperçoit, vous avez pu voir sur la carte que j'ai fait passer au tout début, que c'est un enjeu d'hégémonie régionale. Le Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont 2 puissances financières sunnites qui veulent conserver et élargir leur hégémonie dans la région pour protéger leurs intérêts. J'allais dire que, d'une certaine façon, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi un autre pays, l'Iran, qui a été quand même mis de côté, voire ostracisé d'une certaine manière pendant un certain nombre d'années, qui est une puissance financière considérable, qui est d'obédience chiite et qui, elle, bien sûr, veut retrouver une place dans la région et protéger ses intérêts. Là encore, on pourrait dire que c'est tout à fait normal de la part de l'Iran que de vouloir retrouver la place qui est quand même importante dans la région, même si elle ne doit pas être unique. Alors, deuxième point que je voudrais aborder, ce sont ces jeux d'influence autour de Bab el-Mandeb, car Bab el-Mandeb est un carrefour stratégique. Je vous donne là quelques chiffres qui vous indiquent toute son importance actuelle, et une carte pour vous indiquer où c'est exactement, même si cela ne fait de doute, je suis sûr, pour personne. C'est la carte suivante qui est intéressante, que je vous donne, car elle participe de ce syndrome saoudien de l'encerclement et de l'angoisse que suscite cette position géographique. Il y a 3 cercles qui entourent l'Arabie saoudite. C'est dommage, on ne peut pas élargir la photo, la diapositive. Mais vous avez 3 nœuds qui sont considérables pour la sécurité de l'Arabie saoudite. C'est le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. Vous voyez que l'Arabie saoudite se voit finalement tout à fait dépendante de 3 points qu'elle ne maîtrise pas véritablement. Or, pour ses exportations d'hydrocarbures, c'est quelque chose de très important. Car vous voyez sur cette carte les flux évidemment commerciaux qui sont tout à fait essentiels, car cela concerne évidemment l'énergie, mais aussi les marchandises qui passent par ces différents points. Et ce qui montre aussi que certains pays qui peuvent paraître périphériques sont parfaitement concernés. Je pense à l'Égypte, qui, d'ailleurs, l'Égypte d'aujourd'hui n'est plus l'Égypte de Nasser d'autrefois, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'a pas voulu intervenir au Yémen, mais qui montre que, indirectement, le détroit de Bab el-Mandeb est quelque chose d'essentiel, de vital même, pour un pays comme l'Égypte, car si vous fermez le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez ne sert plus à rien. Et donc, comme maintenant le tourisme ne compte pour presque plus rien en Égypte, sa seule richesse, c'est le canal de Suez, et que donc l'Égypte est tout à fait intéressée par la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb. Alors, est-ce que ce conflit au Yémen serait un élément déclencheur d'agressivité régionale ? Je vais aborder quelques points rapidement. On a l'habitude de dire que l'Arabie saoudite est le pilier de stabilité régionale, ce qui, pendant une certaine époque, était en effet tout à fait vérifiable et vérifié. Mais il y avait quand même les ambitions des Émirats arabes unis au Yémen, du Sud principalement, notamment avec la potentialité concurrentielle du port d'Aden. Et il y a aussi de la part des Occidentaux le soutien qu'ils apportent justement à la coalition, entre guillemets,
car c'est un marché considérable. La péninsule arabique, les pays de la péninsule arabique, constituent les principaux acheteurs d'armements occidentaux. Et la dernière visite du président Trump en Arabie Saoudite s'est matérialisée d'une certaine façon par un contrat de 300 milliards d'armements. Donc vous imaginez que les pays occidentaux regardent la politique de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe avec une grande attention, car évidemment, entre des positions de droit, des positions humanitaires et puis des intérêts économiques essentiels, il y a évidemment possibilité de se poser des questions. Alors il y a aussi une certaine paranoïa politique régionale, car l'Arabie Saoudite se sent encerclée, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sont en conflit larvé depuis pas mal de temps. Il y a aussi conflit entre l'Éthiopie, l'Érythrée, et j'aborderai également l'Éthiopie, Djibouti et le Somaliland pour indiquer qu'il y a, en dernier point, des accords militaires inquiétants. Alors, l'Arabie Saoudite, pilier de stabilité régionale, c'est vrai qu'après le printemps arabe, l'Arabie Saoudite s'est trouvée confrontée à une forme de désordre et les monarchies, les pays autoritaires ont horreur du désordre et elle a ressenti tout ce qui se passait comme une agression à la fois vis-à-vis de sa propre façon de concevoir le pouvoir et puis surtout que l'Arabie Saoudite n'est peut-être pas un pays aussi solide qu'on voudrait le faire croire aujourd'hui. La façon dont le nouveau roi Salman a intronisé en quelque sorte son fils comme prince héritier montre que les choses apparentes peuvent exister, mais peut-être que l'on pourrait voir aussi des tiraillements à l'intérieur de cette succession. Au Yémen, évidemment, l'Arabie Saoudite voulait aussi montrer ses muscles, car c'était une façon finalement indirecte, du moins le pensait-elle au début, car l'Arabie Saoudite a commencé cette guerre il y a plus de 2 ans maintenant avec le Yémen. Au départ, c'était montrer ses muscles. Vous voyez comme nous pouvons intervenir pour briser toute résistance qui pourrait se monter contre nous. Maintenant, je voudrais aborder aussi les ambitions des Émirats arabes unis parce que c'est très important. Ce deuxième intervenant dans la coalition, certainement le plus important, est essentiel dans le conflit yéménite et surtout dans cette région, car manifestement, les Émirats arabes unis ont de grandes ambitions. Ils sont très riches, on va le voir, ils dépensent beaucoup d'argent dans la région, mais c'est un pays qui n'a pas de soldats. Et puis, s'ils investissent énormément, c'est peut-être pour jouer un rôle régional tout à fait nouveau, mais qui ne va pas automatiquement satisfaire les pays de la Corne de l'Afrique. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Concernant la paranoïa de l'Arabie Saoudite et l'encerclement chiite, c'est-à-dire iranien, le basculement de l'Irak vers le chiisme après l'intervention américaine a été un sérieux coup de semonce vis-à-vis de la position que l'Arabie Saoudite pensait avoir dans cette région. Et surtout, l'Arabie Saoudite indique aussi que la Syrie est dirigée par un leader chiite, certes minoritaire, mais le pays est à majorité sunnite. Donc l'Arabie Saoudite estime qu'elle a peut-être là un jeu qui ne la satisfait pas sur la répartition des forces. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, l'importance de cette zone Irak-Iran est essentielle pour Irak-Syrie est essentielle pour l'Iran. Le Yémen finalement apparaît comme tout à fait, j'allais dire périphérique, voire accessoire. Seulement l'Iran est une grande puissance, une grande culture, ils ont une grande perfidie d'une certaine manière et ils seront certainement très satisfaits de voir qu'on va les accuser d'intervenir au Yémen. J'allais dire que même d'une certaine façon,
il fallait que l'intervention iranienne soit manifeste au Yémen, parce que suivant les résolutions, et suivant surtout la charte de l'ONU, pour qu'un pays puisse intervenir, il faut qu'il y ait une agression extérieure. Alors il fallait absolument que l'Iran apparaisse comme intervenant, comme soutien des Houthis. Je suis plus, quant à moi, mais c'est une position personnelle, beaucoup plus réservée sur l'implication directe militaire et en armement de l'Iran au Yémen. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec le Hezbollah au Liban ou bien en Irak et en Syrie. Mais il fallait qu'on puisse transférer en quelque sorte cette image d'agressivité de l'Iran pour que l'Arabie saoudite puisse intervenir au Yémen. Je m'arrête là, peut-être qu'on pourra aborder les questions connexes dans la discussion. Et puis évidemment, l'Arabie saoudite estime qu'elle est environnée d'une 5e colonne. On a vu ce qui s'était passé à une époque quand Bahreïn, la majorité de la population bahreïnie s'était révoltée. L'Arabie saoudite est intervenue de manière brutale. Ensuite, il y a eu évidemment ce qui est considéré comme une immixtion importante dans les affaires d'un autre pays, c'est avec le Hezbollah libanais. Et donc l'Arabie saoudite, dans sa logique, dans sa paranoïa, ne pouvait pas supporter que le Yémen tombe soi-disant sous le contrôle des Houthis. Donc, pour certains des chiites, même si ce ne sont que des zaïdites, et que l'envoyé spécial a bien montré ce matin que les choses n'étaient pas aussi simples qu'on voulait parfois le dire. Mais pour un certain nombre de pays, il ne fallait pas que Bab el-Mandeb, le détroit de Bab el-Mandeb, puisse tomber sous un contrôle hostile. Je voudrais juste vous montrer aussi cette carte qui indique que l'Arabie saoudite avait parfaitement compris tout le danger potentiel du détroit d'Ormuz, puisque la production du pétrole est concentrée à l'est du pays, mais qu'elle fait évacuer quand même son pétrole justement du côté de la mer Rouge, c'est-à-dire d'un côté par le canal de Suez et de l'autre par le détroit de Bab el-Mandeb. Si le détroit de Bab el-Mandeb tombait sous un contrôle hostile, vous imaginez bien que l'Arabie saoudite se retrouverait très en difficulté pour garder sa capacité d'exportation. Alors, je passe maintenant, et j'espère que je reste dans les temps. Comment ? 5 minutes, oui, mais bon, on va éventuellement peut-être dépasser. Je vais vous parler, ce qui a été autorisé au premier, je ne vois pas être, pourquoi il ne serait pas autorisé au dernier. Je voudrais brièvement donc aborder cette liaison avec la Corne de l'Afrique, car on s'aperçoit que il y a entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie une guerre froide, une guerre tiède qui existe depuis des années. Le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie date même d'avant Moubarak, sur justement la mise en place d'un barrage qui concerne le Nil bleu, barrage d'ailleurs avec des financements chinois. Et je voudrais rebondir sur la question qui avait été posée sur l'implication des Chinois. Les Chinois sont très impliqués dans cette zone. C'est pour ça aussi qu'au Yémen, ils souhaitent avoir rapidement une certaine stabilité, car Djibouti, l'Éthiopie, fait partie de leur axe d'entrée en Afrique. Donc, ce barrage pourrait constituer une atteinte aux intérêts vitaux de l'Égypte. Et donc, il y a un conflit latent, car le Nil reste pour l'Égypte un cordon ombilical essentiel pour sa survie, ne serait-ce qu'alimentaire.
Je borde rapidement aussi la question du Soudan. On en parlera éventuellement, mais le Soudan est en train de retrouver une certaine forme de légitimité internationale, car c'est un pays qui était mis au banc des nations, qui avait à évidemment subir un phénomène de sécession au sud. Or, avec son retour sur la scène grâce à l'Arabie saoudite, le Soudan a obtenu des investissements de l'ordre de plusieurs milliards de dollars de l'Arabie saoudite contre éventuellement des soldats qui pourraient intervenir dans le sud de Yémen. C'est un point qui implique donc ce pays de la Corne de l'Afrique au sens large dans le conflit yéménite. Je vous parlais de ce barrage très important qui concerne le Nil bleu. L'Éthiopie est en train, grâce à la Chine, de retenir les eaux du Nil bleu. Or, c'est 60% des apports en eau du Nil, et donc l'Égypte se sent directement concernée par cette menace. Ensuite, il y a l'Éthiopie, l'Érythrée, les Émirats arabes unis. Alors, l'Éthiopie est un pays, 90 millions d'habitants, c'est quand même quelque chose, mais qui est instable politiquement pour des raisons que j'indique sur cette carte, mais qui pourra faire l'objet d'une discussion. C'est aussi l'Éthiopie est en conflit avec son ancienne province, l'Érythrée, qui vient de s'allier avec les Émirats arabes unis, en envoyant d'ailleurs un contingent dans le sud-Yémen. Et évidemment, l'Éthiopie voit dans ces accords avec notamment les Émirats la main des Arabes dans le soutien de l'opposition éthiopienne et surtout dans cette entrée dans la Corne de l'Afrique qui n'avait peut-être pas besoin de cette immixtion étrangère, ou du moins venant de pays immensément riches qui, évidemment, dans des pays immensément pauvres, comme on en trouve dans la Corne de l'Afrique, peuvent que créer des dysfonctionnements. Alors, les Émirats arabes unis ont beaucoup d'argent et se sont largement installés sur la base d'Assab en Érythrée. L'Érythrée, il faut quand même que nous, Européens, on se rappelle que beaucoup de réfugiés qui atteignent la Libye, qui sont éventuellement à Calais, sont des Érythréens, car les Érythréens fuient la dictature de leur pays et les 3 ans obligatoires dans l'armée. Donc les Émirats arabes unis ont décidé de construire une base et ces photos satellites vous montrent dans la première la côte telle qu'elle était en 2015, les travaux qui commencent en 2015 et vous voyez en 2016 la base est terminée et on voit même des navires qui sont parfaitement reconnaissables, notamment dans l'image du haut, c'est le navire qui avait subi une attaque par un missile dit Houthi et qui est venu se réfugier dans cette base des Émirats. On voit aussi que, par ces images satellites, que les Émirats ont construit une base aérienne, où on voit d'ailleurs les avions qui vont généralement bombarder d'ailleurs le Yémen. On voit d'ailleurs des Mirage 2000 que les Émirats nous ont généreusement achetés à une époque, comme on voit aussi des concentrations de chars Leclerc dont on connaît leur grande réussite, puisque ces chars Leclerc ont été utilisés pour réinvestir la ville d'Aden. Là, on voit bien que l'aéroport, la base aérienne a été très largement, sa piste a été très largement doublée et que donc il y a un flux militaire très important qui permet à l'Érythrée de sortir aussi de son isolement et d'essayer de retrouver une place dans cette mer Rouge qui doit être absolument non hostile à l'Arabie saoudite et aux intérêts de ces différents pays. Alors, c'est aussi
pour dire que non seulement les Émirats créent une base aéronavale en Érythrée, mais aussi dans le port de Berbera. C'était l'ancienne base soviétique que les Émiratis ont repris en location, ce qui apporte d'ailleurs pour un pays qui n'est même pas reconnu sur le plan international des ressources considérables, parce que les Émirats peuvent payer ce qu'il faut pour construire leur deuxième base navale. Alors, c'est très étonnant de voir que avec ce conflit du Yémen, les Émirats sont très impliqués dans le sud du Yémen, ils s'installent en Érythrée, ils s'installent en Somaliland. On peut se poser des questions justement sur pourquoi les Émirats sont en train d'intervenir de cette façon aussi visible, alors que les Émirats restent quand même un petit pays. Alors, il y a des compétitions évidemment entre l'Éthiopie, Djibouti et le Somaliland, parce que si l'Arabie Saoudite a demandé, suite à l'affaire avec le Qatar, a demandé à un certain nombre de pays de rompre avec le Qatar, Djibouti est très mal en point sur le plan diplomatique avec les Émirats pour des questions d'opposition interne, puisque l'un des opposants au président Guelleh est réfugié aux Émirats et que c'est lui qui a notamment essayé de faire intervenir le consortium portuaire pour refaire le port de Berbera. Alors, Djibouti en est à avoir rompu ses relations diplomatiques avec les Émirats. Et donc, on est en train de voir des alliances entre l'Éthiopie, Djibouti, contre des alliances entre justement Somaliland, les Émirats, l'Érythrée. Enfin, on est en train de voir un véritable bouleversement dans cette région, alors que déjà dans un petit pays comme Djibouti, qui est d'ancienne colonie française, on s'aperçoit que des troupes étrangères sont tout à fait en nombre considérable, puisqu'il y a environ 4000, je vais donner ça dans un des tableaux, je pense que dans 3 minutes j'aurai terminé. Pour vous dire que donc il y a une concentration. Évidemment, Djibouti est la seule base américaine sur le territoire africain, sur le continent africain. C'est aussi une base française. Nous avons moins de soldats que les Américains, mais nous avons quand même une base importante. Que les Japonais sont installés, que les Allemands, les Espagnols sont aussi installés, les Japonais donc, et que surtout les Chinois viennent de louer une base, sont en train de créer une base à Doralé, donc pas loin de Djibouti, où ils ont l'intention d'implanter 10 000 hommes. Donc vous voyez que la Chine est très intéressée par cette région. Elle ne peut pas laisser en quelque sorte son accès à l'Afrique de l'Est sans une certaine forme de protection. Surtout que dans cette photo, vous voyez que le chemin de fer Djibouti Addis Abeba, qui au départ d'ailleurs a été construit par les Italiens, puis renforcé par les Français au moment de la colonisation, les Chinois ont poursuivi la création de ce chemin de fer jusqu'à Addis Abeba. C'est un investissement considérable. Vous voyez que les Chinois sont très impliqués à la fois à Djibouti, en Éthiopie, et que la Chine va très vite s'apercevoir qu'elle a donc des intérêts vitaux à protéger. C'est pour ça qu'elle a installé sa base de potentiellement pouvant contenir 10 000 hommes, pouvant contenir 10 000 hommes. Donc il y a des accords militaires qui sont en train de naître, de se concrétiser vis-à-vis de pays aussi qui sont pour certains dans un flou du droit international tout à fait particulier. Je pense, comme on le voyait sur la photo précédente, le Puntland, le Somaliland. Ce sont des pays qui n'ont pas beaucoup d'existence internationale, mais qui représente néanmoins une capacité d'implantation, car la Corne de l'Afrique va certainement devenir une zone chaude après être une zone tiède pendant déjà depuis pas mal d'années.
Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on assiste justement à une forme d'engrenage infernal? On a finalement aussi une grande confusion parce qu'à une époque, il faut se souvenir que nous n'avions pas particulièrement pour alliés ni le Soudan ni l'Érythrée que l'on considérait comme des dictatures. Or, maintenant que ces deux pays sont devenus alliés avec l'Arabie saoudite, eh bien, les amis de nos amis, normalement, sont nos amis. Est-ce que l'on va pouvoir longtemps garder cette position ? C'est une question qu'il faudrait se poser avant qu'il y ait des implications beaucoup plus guerrières ou beaucoup plus dramatiques. Comment, justement, les grandes puissances vont réagir à ces conflits emboîtés ou décalés que l'on est en train de percevoir ? Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, la question du terrorisme peut être réglée comme le font les Américains par l'intermédiaire des drones? Ils interviennent non seulement au Yémen, mais aussi en ex-Somalie. C'est une question qui se pose parce que vous pouvez éliminer par les drones certains leaders, mais on peut se poser la question d'ailleurs depuis le temps que les Américains éliminent des leaders, peut se poser la question de savoir comment ils peuvent aussi fournir autant de leaders, ce qui devrait quand même permettre à certains de se poser des questions sur le véritable objectif de cette campagne de drones. Et donc, je voudrais conclure, tu vois, Dorothée, je ne resterai dans les 3 minutes imparties, sur le fait que peut-être la non-résolution du conflit du Yémen pourrait être l'amorce d'un embrasement de la région. Je vous remercie.